si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé. Le développement durable est l'affaire de tous et tous les petits actes comptent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sa part en sciences. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Olivier Lemire pour parler de notre planète, de décarbonation, de recyclage et d'entrepreneuriat scientifique. Avec lui, on va explorer comment la science et l'innovation peuvent concrètement aider à réduire les gaz à effet de serre et à repousser les limites du développement durable sans perdre de vue la réalité du terrain. Comme d'habitude, ce sera très concret et pratique. Donc, restez à l'écoute pour en savoir plus si ce sujet vous parle. Et si ça ne vous parle pas, restez quand même pour nourrir votre curiosité. Alors, j'ai fait mes recherches sur l'invité et voici ce que j'ai trouvé. Pierre-Olivier Lemire a été chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant 3 années. Donc, il a été aussi chargé de cours en baccalauréat et à la maîtrise à l'UQTR depuis pratiquement 8 ans. Il est également entrepreneur et passionné par les transitions énergétiques. Donc, Pierre-Olivier est docteur en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux, je dirais de façon vulgarisée, tournent autour de tout ce qui permet de mieux relier la recherche scientifique aux solutions concrètes pour la planète. Alors, il est avec moi en studio. Bonjour Pierre-Olivier, est-ce que tout est bon? Bonjour. Merci beaucoup, Fiacre, de me recevoir aujourd'hui. Très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et ça me fait plaisir, mais on se tutoie. Oui. OK. Des formations professionnelles. Alors, Pierre-Olivier, avant qu'on ne parle de décarbonation, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton parcours? Moi, à la base, je suis géographe à la base. Donc, j'ai fait le baccalauréat géographie avec quand même un peu de spécialisation là, en géomatique, système d'information géographique, etc. Par la suite, j'ai eu un cursus assez conventionnel. Là. J'ai continué à la maîtrise là, à l'université de Sherbrooke, à une maîtrise en environnement. Tous les enjeux associés à l'environnement, que ce soit gestion de l'eau ou encore les émissions de gaz à effet de serre ou encore gestion des sols, gestion des déchets, matières résiduelles, etc., sont des sujets qui m'ont passionné quand même très, très tôt dans mon cursus scolaire. Par la suite, après Sherbrooke, j'ai migré pour revenir à Trois-Rivières parce que je suis natif de la région. Et j'ai entamé en 2015 un doctorat ici, vous l'avez dit, tu l'as dit, là, en sciences et génie matériaux lignocellulosiques. À l'ancien CIPP, Centre intégré des pâtes et papiers, qui est devenu l'Institut en écomatériaux, écoproduits et éco-énergie, le I2E3, à l'UQTR. Donc, j'ai complété là une thèse de doctorat. Et par la suite, je suis devenu chercheur postdoc. J'ai toffé là pendant un certain temps en sciences de l'énergie. Et maintenant, je travaille toujours comme chargé de cours, comme tu l'as mentionné, et je travaille maintenant pour une firme de génie conseil privé qui est localisée en Montérégie. Mais je suis surtout en télétravail, donc je continue à rester là à Trois-Rivières. Super. Quand je faisais mes recherches au niveau de ta thèse, j'ai su que ça portait sur le pré-traitement de la biomasse pour en faire des biocarburants. Donc, c'est comme une application dans tout ce qui est économie circulaire. Est-ce que tu pourrais en parler de façon vulgarisée, très simple? Grosso modo, l'idée, c'est de prendre des matières actuellement qui sont pas valorisées, qui sont pas mises en valeur pour être capable de leur donner une deuxième vie et capable de créer de l'activité économique et avoir un impact environnemental positif à partir de déchets. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'était des résidus de la culture du maïs. Donc, ce n'est pas mis en valeur. C'est laissé sur le parterre de culture et l'idée, c'est d'être capable de récupérer cette matière-là, de la traiter et d'être capable d'en faire un liquide qui va substituer les carburants. Donc, on va faire de l'éthanol de deuxième génération, de l'éthanol cellulosique. On va mélanger dans l'essence qu'on va mettre dans les réservoirs de voitures conventionnelles. Et que ça va fonctionner tout beau. On peut en mettre une certaine fraction, oui. En fait, c'est utile d'en mettre parce que l'éthanol, on en met déjà là, c'est un agent antidétonnant. Tu sais, quand on met de l'essence là, pour augmenter l'indice d'octane, puis là, on regarde là, si on met du super ou du régulier, oui. Ça dépend de l'indice d'octane. Donc, c'est utile de mettre un peu d'éthanol dans l'essence comme pour que ça joue le rôle d'agent antidétonnant. Mais c'est super tout ce que tu m'apprends ce matin. Là, tu viens de parler de biocarburant, donc c'est plus liquide. Mais dans mes recherches, j'ai lu aussi à plusieurs reprises que tu travaillais sur la biométhanisation. Donc, c'est beaucoup plus de l'énergie sous forme de gaz, si je comprends bien. Absolument. En fait, le problème des biocarburants, et j'ai mentionné biocarburants de deuxième génération, c'est l'éthanol cellulosique, là, dans le cas qui nous intéresse. C'est pas tout à fait à full maturité technologique comparé à d'autres technologies aujourd'hui qui sont commercialisables,
qu'on peut déployer là, dans la société. Mais aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, une des technologies qui est atteint cette full maturité technologique-là, c'est tout ce qui est en lien à la production de gaz naturel renouvelable, notamment par biométhanisation. Donc là, l'idée, c'est de, comme tu mentionnes, de générer de l'énergie sous sa forme gazeuse. Donc, c'est du gaz naturel renouvelable et la molécule est strictement identique au gaz naturel fossile conventionnel qui est dans le réseau gazier souterrain. Wow. Donc là, le gouvernement s'est mis d'accord, par voie réglementaire, obliger les distributeurs de gaz à mettre 10% de renouvelables dans le réseau. Et il faut que, ultimement, en 2030, on atteigne ce 10% là, de gaz renouvelable dans le réseau. Donc, on doit le produire, ce gaz. Donc, c'est pour ça qu'on met des usines aujourd'hui qu'on appelle des biométhanisateurs ou des digesteurs anaérobies. Donc, l'idée, c'est d'avoir une usine qui va récupérer les matières organiques en fin de vie qui sont actuellement pas utilisées. Et trop souvent, finissent même au site d'enfouissement. Donc là, on a des matières urbaines, on a des matières agricoles, des matières industrielles que jadis étaient jetées, qui n'étaient pas mises en valeur. Et là, on va les acheminer à cette usine que je mentionne. Et là, on va convertir cette matière-là pour en faire du gaz, du biogaz, et on va épurer le gaz. Et le méthane qui va être généré, le gaz naturel renouvelable, va être injecté dans le réseau. Et le résidu solide liquide va retourner sur les sols agricoles comme étant un fertilisant, un engrais d'origine biologique. Les matières dont tu parlais tantôt, est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple du carton là-dedans? À part tout ce qui est résidu agricole, est-ce qu'il y aurait peut-être tout ce qui est aussi recyclé comme du carton, du plastique, ce genre de matière? Dans la logique des 3 RVE, le premier, c'est la réduction, le deuxième, le réemploi, et le troisième, c'est le recyclage. Le V, c'est le V de valorisation. Quand on fait de la biométhanisation, comme je mentionne, on est dans une logique de valorisation énergétique. Donc, le carton, expressément, que tu donnes dans ton exemple, ça serait plus noble de le recycler pour faire du nouveau carton si possible. Okay. Mais si le carton est souillé, par exemple, dans une boîte de pizza, là, oui, on peut le mettre en biométhanisation pour convertir le carbone du carton pour en faire de l'énergie. Donc, c'est dans la hiérarchie des bonnes pratiques. Le recyclage est plus intéressant d'un point de vue environnemental que la valorisation énergétique. Donc, ça dépend de la matière. C'est vraiment, ça dépend c'est quoi la matière avec laquelle on travaille? Alors, Pierre-Olivier, tantôt tu parlais de 3 RVE. On en a parlé très rapidement, mais est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, s'il te plaît? La logique des 3 RVE, qu'on appelle aussi la hiérarchie des bonnes pratiques. Donc, les 3 RVE, le premier R veut dire la réduction à la source. Et ça, c'est ce qui est le plus important, le plus noble à mettre en place. Et le premier R de la réduction à la source, l'objectif, c'est la prévention du déchet ou de l'énergie qu'on va utiliser. Donc, dites-vous que le bon déchet est le déchet que l'on ne génère pas, ou encore la bonne énergie est l'énergie que l'on n'utilise pas. Donc là, on a agi en amont pour prévenir le fait d'utiliser cette énergie-là ou d'avoir jeté ou mis au recyclage là, la matière. Ça, c'est le premier R de réduction. Le deuxième, c'est le R du réemploi. Donc, le réemploi, ça signifie que des objets, au lieu d'avoir des objets à usage unique, est-il possible d'avoir des objets qui sont réemployables? Comme je vois, Fiacre, tu as une bouteille d'eau sur la table oui. Et qui est réemployable. Ce n'est pas une bouteille en plastique numéro 1, PET, que tu vas mettre au bac de récupération en sortant du studio. Donc, d'avoir des objets comme ça qui sont réemployables, c'est beaucoup plus noble et c'est plus élevé dans la hiérarchie là, des bonnes pratiques durables. Après le R de réemploi, vous avez le R du recyclage. Et là, c'est la bonne vieille bouteille là, d'eau en plastique PET numéro 1 que vous allez mettre dans le bac bleu, qui est le bac de tri sélectif. Et ça va être acheminé au centre de tri où on va trier la matière, on va la mettre en ballots. Et ces ballots-là vont partir par la suite pour être exportés ou encore envoyés chez un recycleur pour en faire des chandails, par exemple, en polyester ou en d'autres matières textiles recyclées. C'est bien qu'on le fasse, mais c'est moins noble que le réemploi, qui est plus simple à mettre en place et qui a plus de valeur durable. Et l'avant-dernier, c'est le V. Le V de la valorisation énergétique. Donc là, la bouteille d'eau, par exemple, si on la met pas au recyclage, mais qu'à la place, on l'envoie, par exemple, à l'incinérateur de la ville de Québec, on va brûler le plastique et peut-être est-il possible de récupérer les chaleurs
de l'incinérateur pour faire du chauffage urbain ou pour des procédés industriels ou je ne sais quoi encore. Donc là, on a valorisé la joule thermique du plastique au lieu de le jeter. Et le dernier, le E, qui est le moins noble, et c'est ça qu'il faut éviter le plus possible, c'est le E de élimination. Donc, c'est le fait d'envoyer la matière au site d'enfouissement dans un lieu d'enfouissement technique. On va traiter la matière comme étant un déchet en fin de vie au lieu de traiter la matière comme étant une opportunité de création de valeur pour une filière qui serait propice là, à donner de la valeur à cette matière-là. On parle beaucoup de décarbonation, surtout avec tout ce qui est objectif de développement durable, surtout le numéro 13, qui parle des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc, quand on parle de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, pour toi concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? La décarbonation de l'économie, aujourd'hui, on utilise énormément d'hydrocarbures fossiles, donc pétrole, gaz et charbon. Donc, la décarbonation de l'économie impliquerait la substitution d'une partie importante de ces hydrocarbures-là pour aller vers d'autres formes d'énergie qui seraient non décarbonées. Okay. Nous, au Québec, on est super chanceux parce qu'on a beaucoup d'hydroélectricité. 99,9% de l'électricité au Québec est d'origine renouvelable. Beaucoup provient des barrages hydroélectriques, oui. Mais il y a une partie également importante qui provient des éoliennes au Québec. Et ça, par définition, c'est une énergie qui est décarbonée. Mais là, après ça, on peut regarder les autres formes d'énergie décarbonée. Mettons, le nucléaire est une forme d'énergie décarbonée. Le solaire est une autre forme d'énergie décarbonée. Oui. Donc là, c'est de voir qu'est-ce qui est possible d'intégrer sur notre territoire versus des idées qui pourraient être développées sur d'autres territoires, mais qui ne sont pas nécessairement propices dans le cas du Québec. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas de où nous sommes sur le comment décarboner les choses. Moi, j'ai pris le temps de lire une étude de l'Institut d'innovation en écomatériaux, écoproduction et écoénergie de l'UQTR qui parlait de recyclage et il disait bien que le recyclage et la valorisation des déchets agricoles, par exemple, pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon très considérable dans certaines filières. On en parlait à notre rencontre de préparation et tu me disais qu'on pourrait même atteindre la carboneutralité, voire le carbo-négatif, si je me trompe. Il faut faire une analyse comparative. On parle de carboneutralité, voire même de carbonégativité, mais c'est par rapport à quoi? Et si, mettons, vous proposez une molécule énergétique type gaz naturel renouvelable ou encore on parlait d'éthanol tantôt, mais c'est quoi le comparatif? Donc là, mettons dans un benchmark, là, une analyse comparative, vous allez avoir le scénario de référence qui est le fait de brûler 1 litre d'essence conventionnelle. Ben ça, on va émettre un certain nombre de grammes de CO2 par litre d'essence. Oui. Et là, vous arrivez avec une proposition que nous, on fait d'éthanol. Mais là, il va falloir faire l'analyse de cycle de vie de cet éthanol-là. Et l'éthanol que vous allez brûler pendant la phase d'utilisation, pendant le brûlage de l'éthanol, là, vous allez être carbonégatif. Il n'y a pas d'émission. Et dans la filière amont, pour arriver à ce litre-là d'éthanol, est-ce qu'il y a eu des émissions? La réponse est oui, mais c'est la quantification de tout ça qui va nous donner le scénario alternatif de l'éthanol versus le scénario de référence du litre de carburant essence. C'est là qu'on peut arriver avec une métrique qui est négative, qui est zéro, proche de zéro, voire même négative, tout dépendant de la chaîne de valeur de la production de ce litre d'éthanol, de ce mètre cube de gaz naturel renouvelable ou autre. Okay. Aussi, là, on parle de gaz à effet de serre, on parle de carboneutralité, de carbonégativité. Mais quand on parle d'ODD, on évoque très souvent tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre. Et on pense souvent à des grandes industries. Tu as des grandes industries qui produisent avec forte production. Est-ce que nous, en tant que personnes, ceux qui écoutent par exemple ce balado, est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans cette réduction-là? Absolument. C'est comme en économie, il n'y a pas de petits gains. Toutes les petites actions comptent. Le fait de manger moins de viande ou aller chercher son litre de lait au dépanneur à pied au lieu d'y aller en voiture, ce sont des petits gains environnementaux qu'il faut qu'on fasse. Essayer d'avoir des gains environnementaux qui sont dans une logique win-win, win économique et win environnemental. Fait que l'exemple de prendre, au lieu de prendre la voiture pour aller chercher un litre de lait, d'y aller à pied, c'est bon pour la santé, oui. Donc c'est socialement, c'est bien. C'est bon pour le portefeuille parce que vous ne payez pas pour de l'essence. Puis c'est bon pour l'environnement en même temps parce que vous n'avez pas dégagé de CO2 en lien à la voiture et vous avez laissé les carburants sous terre au lieu de les extraire et de les utiliser.
Donc, dans cette logique-là, il n'y a pas de petits gains. Tout ce qu'on peut faire, s'habiller avec des vêtements qui sont pris sur Kijiji ou Marketplace, par exemple, au lieu d'acheter des vêtements neufs, c'est une forme, oui, de contribution sur l'environnement, mais qui a également des co-bénéfices sociaux et économiques. Donc, la consommation responsable, par exemple, le fait moi je dis juste comme ça, le fait de changer de téléphone chaque année, c'est sûr que les opérateurs ne seront pas contents avec ce qu'on dit, mais c'est aussi une forme de consommation responsable. Exactement. Mon téléphone, il est issu du don. C'est un don des gens, de mon frère, et je le conserve, ça fait déjà un bout de temps. Donc, on n'est pas obligé d'acheter un nouveau téléphone neuf, et j'accepte de ne pas avoir le dernier téléphone sur le cutting edge là, des meilleurs téléphones, et je suis très heureux comme ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a une responsabilité, certes, qui est collective, mais il y a aussi une part individuelle qui est souvent négligée. Mais moi, je pense que cette part individuelle peut être quand même contagieuse. Tu sais, quand ton voisin d'à côté dit, pour aller au dépanneur, tiens, écoute, on se prend une marche, 5 minutes, c'est bon pour la santé, c'est comme tu l'as dit. Cette contamination est aussi, je dirais, bénéfique pour la planète. Exactement. Alors là, c'est plutôt une partie un peu plus ludique, c'est un mini quiz. Donc c'est un mini vrai ou faux, spécial décarbonation et développement durable. Donc Pierre-Olivier, tu me diras simplement vrai, faux ou ça dépend. Et puis on pourra commenter ensemble. Donc j'ai quelques propositions que j'ai eues de différentes personnes que j'ai abordées pendant la préparation de ce podcast. Est-ce que tu es prêt? Let's go. OK. La première proposition, la décarbonation, c'est seulement une affaire d'ingénieurs. Absolument pas. Il y a énormément de social, réglementaire, de l'humain, de l'individu à tous les niveaux, du communautaire. Donc, la décarbonation, ça va être beaucoup du changement de comportement des gens. Et quand on touche au comportement des gens, c'est pas de l'ingénierie, là, c'est pas du technique, c'est pas de la technologie, c'est des prises de décisions individuelles et collectives. Et idem même pour les changements de réglementation. Ça va être des juristes, ça va être des avocats, ça va être des comptables, ça va être des gens en administration. Donc, c'est pas directement associé à l'ingénierie, tous les aspects qui sont en lien là, à la décarbonation, bien sûr. Mais c'est apparu dans nos habitudes, ça fait plusieurs années, les bacs bruns. Donc, les bacs bruns, c'est bien pour l'environnement, mais ça ne change presque rien aux gaz à effet de serre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est faux. Hein. Le contenu du bac brun, jadis, quand il partait dans le bac noir, le bac de déchets ultime, puis il finissait au site d'enfouissement, il y avait de la digestion de cette matière-là organique et il y avait le gaz de décharge qui était envoyé à l'atmosphère. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, là, c'est illégal. Il faut capter les gaz de décharge, il faut les torcher, les brûler ou les traiter et puis injecter le gaz naturel renouvelable dans le réseau. C'est du cas par cas selon le type de décharge là où on est. Sauf que cette matière-là, le fait qu'elle ne se ramasse plus au site d'enfouissement et que maintenant on l'envoie dans une usine spécialisée, on est capable maintenant de la convertir pour la mettre en valeur énergétiquement et le gaz maintenant finit dans le réseau et nous l'utilisons pour chauffer nos maisons ou encore pour faire la cuisine ou autre chose au lieu de l'évacuer à l'environnement. Et juste pour votre information, là, le méthane a un pouvoir de réchauffement qui est de l'ordre de 28 fois pire que le CO2. Donc, une tonne de méthane, c'est l'équivalent de 28 tonnes de CO2, d'où l'importance et la pertinence de mettre en valeur les matières organiques pour éviter que le dégazage du méthane finisse dans l'environnement dans le pire des cas. OK. Prochaine phrase, le développement durable, c'est incompatible avec la rentabilité. Ça dépend encore, là, mais il y a plein de projets qui ont une logique économique et environnementale simultanément et qu'on peut implémenter les deux. Autour de nous, là, facilement, là, de plus en plus, quand on se promène sur l'autoroute, on voit que les gros camions, ils ont ce qu'on appelle un kit de jupe, là, des déflecteurs d'air tout autour du camion. Il y a un chapeau sur le dessus du camion. Ça permet... Ça coûte rien à mettre en place. Là. C'est 2-3 bouts de plastique à mettre sur un camion et ça permet que le camion va sauver X pourcentage là, d'essence. Ouais. Donc, ça émet moins de CO2 et en même temps, ça coûte moins cher pour le transporteur d'opérer le camion. Donc, on est dans cette logique de win-win économie et environnement. Donc, c'est tout ce type-là de projet qui coûte vraiment pas cher à mettre en place et qu'on a des gains facilement et il y a des gains économiques. Oui. Donc, selon le projet, ça peut vraiment être très rentable. Absolument. Super. Absolument. Alors, pour finir, moi, je côtoie beaucoup de personnes qui sont au cycle supérieur. Donc, les jeunes chercheurs ont-ils un rôle clé à jouer dans la lutte contre les changements climatiques?
Absolument aussi. Les jeunes chercheurs, premièrement, c'est eux qui vont hériter du monde. Donc, ils sont directement impliqués et c'est dans leur intérêt. Mais on a besoin du sang neuf, on a besoin de la jeunesse, on a besoin de l'énergie de la jeunesse. La prochaine génération, ils vont avoir les nouvelles idées, les nouvelles innovations, il faut les développer, il faut faire les brevets, il faut faire les technologies, il faut penser la conception, il faut développer les projets et il faut les commercialiser et que les gens sautent de plein pied dans cette nouvelle économie décarbonée avec transition énergétique et mise en place du développement durable de manière générale. Donc oui, étant la future génération, ils ont leur voix au chapitre a de la valeur. Et aussi, ils participent énormément à la production scientifique. Donc c'est très important parce que la recherche d'aujourd'hui sera utilisée demain pour un monde meilleur. Alors, merci beaucoup Pierre-Olivier pour cet échange passionnant. Ce que moi je retiens aujourd'hui, c'est que la transition énergétique ne se fera pas sans la science, sans collaboration et surtout sans innovation. Donc, et vous qui nous écoutez, que ce soit par un projet, un geste au quotidien ou un engagement étudiant, chacun a un rôle à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre et la décarbonation. Donc, un grand merci à la cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation inter-ordre de CIRIF, la plateforme CMQ Innofibre EQTR sur l'hydrogène et la décarbonation pour avoir facilité la production de ce balado. Merci aussi à Maxime Montminy du CEI de l'EQTR pour la mise en relation. Donc, est-ce que Pierre-Olivier, tu aurais un dernier mot pour la suite? Un petit mot pour la fin, c'est de revenir sur dans les 3 RVE, le premier qui est la réduction. Donc, moi, c'est mon leitmotiv. Tous les matins, je me lève et je me dis la bonne énergie est l'énergie qu'on n'utilise pas. Le bon déchet est le déchet que l'on ne génère pas. Donc, comment agir en amont pour prévenir les problèmes? Comme dans le monde de la santé. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est super. Moi, j'ai une petite citation de Hugo Chavez qui dit « Si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé ». Donc, c'est sur cette phrase que je conclue ce bel entretien avec Pierre-Olivier. C'était Fiacre Akplogan et Pierre-Olivier Lemire pour sa part en sciences. Alors, bonne journée à tout le monde et puis à bientôt. Merci beaucoup, Fiacre. Merci beaucoup à tous. Merci.